Spartiate, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de politique et géopolitique un peu plus. On va parler de l'Europe qui est au bord du précipice, comme je l'ai noté dans ma miniature. Et on va, voilà, on va mettre des perspectives sur tout ça. Et on va parler aussi de Chine, des États-Unis. Et ensuite, on va aller faire un tour sur les cryptos. Donc, pas mal de choses à voir. Je pense qu'on est ensemble pour une bonne demi-heure. Donc, installez-vous bien. Pour ceux qui découvriraient la chaîne, bon, bah, voilà, hein, à force, vous avez l'habitude. Enfin, pour ceux qui tomberaient sur la chaîne, bah, sachez que voilà, je parle de macroéconomie, de géopolitique, de finance dans sa globalité. Je vulgarise tout ça. Et surtout, la priorité dans cette chaîne, c'est les crypto-monnaies. C'est l'avenir. Donc, si j'évoque tout ce qui est lié à la géopolitique et à la macroéconomie, c'est pour mettre ça en relation avec les crypto-monnaies. Donc, voilà. Et on a les craintes grandissent quant au fait que le secteur de l'immobilier commercial européen pourrait être la prochaine à tomber. Donc, vous savez que les banques centrales continuent à relever les taux pour combattre l'inflation. Et là, on a trouvé peut-être la prochaine victime de l'hécatombe du système financier. Ce serait peut-être l'immobilier commercial en Europe. L'immobilier commercial, c'est les bureaux, les locaux que les institutions empruntent et payent voilà, pour y loger. Et donc, bon, bah, les bureaux peut-être des institutions bancaires ou voilà, les bureaux commerciaux pour toute entreprise. Voilà. C'est peut-être là que, voilà, c'est pas seulement qu'en France, hein, mais dans toute l'Europe, il y a un risque d'hécatombe. Et voilà, tout est impacté. Hein. Quand on augmente les taux d'intérêt, ça fait mal, non seulement aux banques, mais aussi, même côté immobilier, tout ça. Et là, on a trouvé peut-être la victime en Europe. Donc, on va voir. En tout cas, les inquiétudes grandissent quant à la santé du marché de l'immobilier commercial européen. Certains investisseurs se demandent s'il pourrait être le prochain secteur à imploser après la crise bancaire du mois dernier. Donc, vous voyez que tout ça, bien sûr, quand ça va tomber, ça va être immédiatement sauvé par les États ou renfloué. Et donc, ça fait de l'argent en plus, soit de l'euro, soit dollar américain en plus. Et bah, ça dévalue justement ces monnaies fiat là. Et ça, bah, ça fait que, bon, ça met une pression sur l'inflation. Et bah, tout ça, c'est bon pour les cryptos. Et dans un second temps, pour les actions, parce que les actions vont être renflouées et donc elles vont continuer à augmenter comme on le voit en ce moment. Les actions sont au plus haut là, les actions boursières, parce que voilà, c'est renfloué à coups de milliards par les banquiers centraux. Et donc voilà, mais bah, toujours plus d'hécatombes, bah, ça alimente le fait que le système financier va s'effondrer et que les devises sont de plus en plus fragiles. Mais tout ça, c'est bon pour les cryptos. Hein. Je tiens à le souligner. Et c'est pour ça que le Bitcoin et les cryptos sont forts actuellement. C'est parce qu'on sent que ce qui est en face, là, le dollar est au bord du gouffre. Et tout le système financier est en perdition, là, en PLS, comme on dit. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils disent aussi? Des risques en Europe moins aigus qu'aux États-Unis. Bon, en tout cas, aux États-Unis aussi, on est au bord. Là, c'est plutôt l'Europe qui est ciblée. Mais voilà, incertitude et opportunités à venir. Donc voilà, tout ça, ça crée des opportunités. Et moi, je pense que les opportunités sont sur les cryptos. Ou l'or, voilà. Mais voilà, l'or, c'est pas très volatile. L'or va vous protéger hein, contre cette hécatombe, mais ne va pas vous apporter une rentabilité. Par contre, le Bitcoin, là, c'est le futur. Là, voilà, parce que l'économie va se déverser sur les crypto-monnaies. C'est le Web3, c'est le futur. Là, il y a des coups à jouer pour moi dans ce secteur-là. Donc, c'est du tout bon pour nous qui sommes investisseurs en crypto ou qui privilégions les cryptos. Donc, voilà, c'est du très bon tout ça. Voilà, crise bancaire. Hein. La crise bancaire oblige les décideurs de la BCE à repenser les hausses de taux, mais à se concentrer toujours fermement sur l'inflation. Bon, ça veut tout. Ils disent qu'ils veulent se réduire peut-être les taux, mais ils veulent se concentrer fortement sur l'inflation. On ne peut pas faire les deux. Pour se concentrer sur l'inflation, il faut augmenter les taux. Mais là, ils pensent à peut-être entamer un pivot ou à réduire les taux. Donc ça, ils ne savent pas trop quoi faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont devoir commencer à stopper tout ça là. Parce qu'en Europe, ils augmentent les taux un peu plus fort là qu'aux États-Unis en ce moment. Ils augmentent de 0,50 points de base. Et bah ça, bah justement, ça peut être cet engagement-là, cette décision qui peut faire complètement
tomber pardon, l'immobilier commercial en Europe. Donc, il n'y a pas que l'immobilier commercial. Hein. Même les banques sont sur un fil. Tout est sur un fil. Ils ont tellement augmenté les taux là, aux alentours de 4-5%. Voilà, en Europe, je ne sais pas si c'est un peu moins, peut-être 3 ou 4. Aux États-Unis, on est déjà à 5. On est en passe de peut-être monter jusqu'à 6 avec des petites baisses encore. C'est très, très élevé. Surtout que la dette est encore plus forte qu'avant. Donc tout ça, ça laisse en fait un risque qu'ils appellent systémique. Et ça, c'est pas bon. Et donc voilà, l'Europe est en train de réfléchir maintenant à peut-être freiner la hausse des taux. Les Américains, c'est pareil. Les Américains, la question va se poser là, maintenant. L'inflation, on a vu les chiffres. L'inflation est en train de bien descendre aux États-Unis. Et je vais vous le montrer là dans quelques instants. J'ai encore des articles. Il va falloir peut-être commencer à réfléchir à tout ça. Et tout ça, bah, chaque décision positive quant au fait de freiner l'inflation ou de recommencer à baisser les taux, voilà, des choses comme ça, des nouvelles comme ça va faire exploser toujours plus les cryptos. C'est parce que ça va affaiblir le dollar. Le fait de baisser les taux, ça affaiblit, ça rend faible le dollar. Et donc voilà. L'Europe, donc les marchés européens clôturent en hausse. Hein. Donc pour le moment, tous les actions montent. Le CAC 40 est à des plus hauts niveaux. Je crois que ça a même dépassé son plus haut tout ça. Même les Américains, parce que voilà, les États ou les banques centrales étaient derrière quand ça allait pas là pour le Crédit Suisse, pour les choses comme ça. Bon, pour le moment, ça laisse les marchés, les investisseurs ont confiance. Et les investisseurs même parient sur peut-être une hécatombe ou une récession, mais ils sont plutôt confiants quant au fait que les taux vont commencer à ralentir. C'est ça qui hype les marchés. Pourquoi? Parce qu'on trouve qu'on est allé peut-être un peu trop loin. Et les investisseurs sont... Vous voyez que les marchés montent, c'est-à-dire que les investisseurs n'ont pas peur de cette récession. Ils jouent plutôt le pari que justement les banquiers centraux vont stopper ces hausses de taux-là incessables pour freiner l'inflation. Donc on va voir si les investisseurs ont eu raison ou pas. Mais après, c'est pas le pari que prend tout le monde. Mais on va voir ça. En tout cas, l'Europe, elle, est toujours dans son combat contre la Russie. Là. La Commission européenne est arrivée à la conclusion que les avoirs gelés de la Banque centrale de la Fédération de Russie devront être restitués à la fin de la guerre en Ukraine. Écrit Die Welt, citant un document interne de la CE, de la Commission européenne. Donc l'Europe est toujours dans son combat à punir, à sanctionner la Russie. Et voilà, et toujours là à essayer d'enlever le maximum. Bah, après, c'est sous ordre des Américains. Et donc, le but, c'est d'affaiblir la Russie. Mais on a remarqué qu'ils n'ont pas réussi. Au contraire, la Russie se porte de mieux en mieux et augmente ses ventes de pétrole vers la Russie, vers la Chine, vers l'Inde, tout ça. Bon, ça fonctionne pas. Toutes les sanctions européennes n'ont pas fonctionné. Et l'Europe ferait mieux d'arrêter tout ça et d'essayer de provoquer la fin de la guerre plutôt que d'essayer d'affaiblir la Russie. C'est plutôt l'Europe qui perd de tout ça. Et donc, en plus, ils prennent les mauvais choix. En plus que là, ils ont une forte inflation et ils sont au bord du précipice. Et en plus de ça, ils continuent leur guerre qui va faire que de les mettre en perte en toujours plus. Puisque, ils auront toujours moins de pétrole, ils seront toujours plus en difficulté. Donc ça, c'est des très mauvaises décisions. Des décisions par une personne, là, Ursula von der Leyen, qui n'a été élue par personne. Hein. C'est une femme corrompue, mise en place par les Américains, tout ça. Et voilà, tout comme Macron, tout comme tous ces jeunes politiques de la quarantaine, là. Voilà, Meloni en Italie, Zelensky, Trudeau, Macron. Ils ont tous la quarantaine, là, tous 30, 40, tous des genoux. Alors que les grands hommes politiques, vous l'aurez remarqué, ont en plus de 60, 70 ans. Je parle pas de Joe Biden, hein, parce que lui aussi c'est un corrompu. Mais voilà, les grands chefs d'État comme Poutine ou Xi Jinping, voilà, tous ces hommes-là ont 70 ans ou un peu plus, ou voilà, aux alentours de ça. Bon. En France, Asselineau pourrait être, faire partie de cette banque, bien que Asselineau a aux alentours de 62, 63 ans. Voire 65, je ne sais plus. Mais les Français sont comme aveugles et ne reconnaissent même pas, puisqu'ils sont là, derrière la télévision, LCI,
BFM, iTélé, là, qui racontent des mensonges, bien payés par les milliardaires, là. Mais les Français, pour l'instant, n'arrivent pas à voir la réalité, donc, ou les vérités. Donc, pour le moment, voilà, hein, par rapport à tout ça. Donc, je parle, vous avez constaté, hein, je parle beaucoup de politique, géopolitique. Ça a un lien, en fait, avec les cryptos et la finance. Tout ce qui se passe là va impacter, en fait, et peut même nous faire réfléchir. Parce que le monde est en train d'évoluer et peut-être que ça va peut-être décisionner un peu nos investissements. Et la géopolitique, c'est très important. Donc, sur la chaîne, on ne parle pas que de crypto ou de bourse. On parle de tout ce qu'il y a aux alentours. Il faut avoir un regard 360 sur l'économie et voir vraiment large pour se donner des idées, pour voir en fait comment même l'écosystème blockchain ou tout ce qui se passe autour fonctionne là. Et donc voilà, Orban, hein, qui est le Premier ministre ou le président de la Hongrie, qui fait partie de l'Union des 27, Orban a nommé la condition de la fin du conflit ukrainien. Selon lui, les hostilités cesseront dès que les États-Unis et l'Europe cesseront de soutenir l'Ukraine. Financièrement, l'Ukraine est un pays inexistant. La chute des indicateurs économiques est énorme, ce qui est tout à fait compréhensible à cause de la guerre. Il est évident que l'Ukraine ne peut pas s'autofinancer, a déclaré le Premier ministre hongrois. Donc il est très au courant, hein. Pourtant, il fait partie normalement du camp de l'Ukraine et de l'Europe, là, mais il a bien ciblé voilà, que le fait qu'en fait, c'est l'Europe et les États-Unis qui continuent à alimenter la guerre. Vous voyez? Et ça a été repris par Dmitri Medvedev, celui qui a été président de la Russie pour un temps, le temps que voilà, Poutine revienne au pouvoir. Et Medvedev a souligné le courage, bravo, courageux et précis d'un politicien européen. Donc voilà, Medvedev rebondit directement dessus. Et donc ça fait la une de plusieurs articles. Donc voilà par rapport à ça. Et si vous regardez bien, les États-Unis, eux, qui sont commanditaires de tout ça, en ce moment sont empêtrés là, dans une affaire qui fait la une du pays là-bas. Donc il y a eu des fuites de fichiers du Pentagone, hein, carrément, montrant que nous avons menti. Donc en fait, il y a eu des fuites. Il y a un jeune Américain qui a, bien sûr, ça vous le retrouverez très peu ou pas, quasiment pas. Si, quoi que c'est montré, j'ai même vu sur LCI, ils l'ont montré finalement. Mais ils vont remettre ça à leur sauce. Mais en fait, il y a un Américain de 21 ans, peut-être, ou un Portugais, parce qu'il a un nom à un connotance lusophone, qui a hacké et qui a divulgué, voilà, il a hacké tout ça, il a fait sortir des divulgations. Et on voit que, en fait, ce qui ressort, c'est bien les Américains qui commanditent tout ça. Et on voit bien que c'est une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis derrière. Les Ukrainiens, eux, c'est que les pions des Américains pour que les Américains arrivent à leur fin. Ils arrivent à placer des armes proches des frontières de la Russie au cas où il y aurait conflit pour menacer la Russie, tout ça. Et donc, voilà. Et ça, c'est une affaire explosive, hein, cette histoire-là. Et là, voilà, hein, les alliés de l'Amérique, voilà, ne peuvent plus pas nous faire confiance après une catastrophe et fuite du renseignement selon d'anciens officiers du renseignement. Donc voilà, hein, il y a une fuite, c'est très grave, hein, à l'échelle nationale, hein, des fuites de documents hautement classifiés du Pentagone a sapé la confiance entre les alliés américains. Vous voyez? Donc, même les alliés américains n'ont plus confiance aux États-Unis. En fait, là, les autorités américaines ont arrêté jeudi Jack Teixeira, 21 ans. Donc, je ne sais pas si c'est un Brésilien, Portugais peut-être, mais il a que 21 ans, membre subalterne de la garde nationale aérienne du Massachusetts. Ah d'accord, il était quand même dans les locaux, on va dire, dans le cadre de l'enquête de la fuite. Le contrôle de l'Amérique sur ses secrets les plus précieux a été remis en question par les retombées de la fuite de renseignements la plus dommageable depuis la violation d'Edward Snowden il y a plus de 10 ans. Donc une fuite embarrassante de documents hautement classifiés du Pentagone a mis en danger les méthodes du renseignement, exposé la stratégie américaine et sapé la confiance des alliés. Les autorités américaines ont arrêté un jeune de 21 ans. Et voilà. Donc dévastateur pour les alliés américains. Bâclé, incompétent. Donc voilà. En tout cas, les Américains sont sur le point, le qui-vive là, pour essayer d'éteindre l'incendie là. Et apparemment, il y a des choses qui sont ressorties, hein. Un désastre total. Renseignements sur lesquels le pays est actuellement confronté. Donc toutes les bases de données ont été combinées, hein. Tac, tac, tac. Les joyaux de la communauté.
sensible sur le contre-terrorisme ou des informations des opérations de la CIA, tout ça. Bon. En tout cas, voilà, apparemment, c'est ce jeune-là. Hein. Jack Douglas Teixeira. Un membre de l'USR national. Hein. C'est un membre de, voilà, des forces aériennes hein, aux États-Unis. Et en fait, il a ressorti des documents hautement confidentiels. Le point clé n'est vraiment pas le Leakers. A fait valoir l'exécutif. Le professionnel, l'Ukraine ne gagnera probablement pas la guerre, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il travaillait avec les Ukrainiens. Kiev est fortement en désaccord avec une telle opposition, exprimant une confiance constante dans sa capacité et ses forces à battre les Russes, à condition qu'elle continue à recevoir un flux constant de soutien militaire occidental. Tant que nous continuons à dire publiquement à tout le monde que la Russie va très bientôt perdre, nous perdrons notre crédibilité, a-t-il soutenu. Et c'est pourquoi l'Inde, l'Afrique et le Moyen-Orient poursuivent leur propre politique et ont leur propre réseau de renseignement. Donc en fait, là, il a mis en doute même la crédibilité là, de l'Ukraine et même des États-Unis de croire en la victoire de l'Ukraine, tout ça. Bon, écoutez, là, c'est une terrible affaire pour les Américains. On verra. Hein. Donc, mise à jour en direct sur la guerre. Suspect de fuite du Pentagone, 21 ans. Il va comparaître devant le tribunal, hein, ce jeune homme-là. Et on va voir. En tout cas, lui, je pense qu'il est mort. Hein. Lui, son avenir est foutu, là. Ils vont lui faire du mal à ce petit jeune-là. Voilà. Parce que là, ça met en défaut les États-Unis. Donc, on verra ce qui se passe par rapport à lui. Donc en tout cas, voilà, en dehors de tout ça, les marchés sursautent après les ventes au détail US et le discours de la Fed. Donc il y a eu des chiffres encore aujourd'hui qui sont sortis. Et c'est des chiffres qui apparemment peut-être n'ont pas été très bons pour le Bitcoin parce que j'ai vu les cryptos recorriger tout à l'heure. C'est peut-être par rapport aux ventes au détail, tout ça. Les marchés ont réagi avec beaucoup de volatilité. Aux ventes au détail, les investisseurs craignent un ralentissement plus rapide de la croissance. Donc une récession, bon, il y a toujours les craintes qui reviennent dès que les chiffres sortent. Donc on verra. Les ventes au détail, l'indice des ventes au détail principal a reculé. Les ventes au détail générales de leur côté ont chuté aussi. Bon, les ventes qui chutent. L'intervention de Chris Waller a également impacté les attentes. Ce dernier a pointé à la solidité de l'économie américaine et la nécessité de maintenir une politique agressive. Donc voilà ce qui a dû faire chuter les cryptos. L'intervention d'un des membres de la Fed, Chris Waller, là, qui a dit que l'économie américaine est très forte et qu'il faut continuer à augmenter les taux. Donc ça, voilà quelque chose qui peut faire paniquer les marchés à nouveau et qui peut faire baisser les marchés boursiers et chuter les marchés crypto. Voilà, sur le court terme, on va dire. Mais sur le moyen terme, c'est des actions qui vont faire mal à l'économie américaine. À force d'augmenter les taux plus élevés qu'elles ne sont déjà là, ça risque de provoquer justement une hécatombe, soit du secteur immobilier commercial, soit peut-être tout simplement du reste, hein, des actions bancaires, des choses comme ça là. Donc ils peuvent jouer avec le feu s'ils veulent, à continuer à augmenter les taux et à dire que l'économie américaine se porte bien, mais ils vont provoquer juste d'autres hécatombes. Et ça, dans un second temps, ça alimentera les cryptos, le Bitcoin et les actions en bourse. Parce que ils vont tous être renfloués. Enfin, pas les cryptos, mais les actions en bourse. Et comme les cryptos, le Bitcoin suit un peu tout ça, là, quand il y a du renflouement, ça fait chuter le dollar et le Bitcoin en profite. Donc voilà, Morgan Stanley voit le SP500 baisser de 20%, vu les turbulences bancaires. Donc voilà, la nouvelle panique bancaire, là, à cause du membre de la Fed, là, risque peut-être de laisser penser que les États-Unis vont tomber en forte récession. Et ça, ça fait peur aux investisseurs. Et quand les investisseurs ont peur, ils se mettent sur la défensive, donc ils vendent leurs actions et pour acheter du dollar ou d'autres choses comme ça. Et c'est ça qui provoque la chute des indices américains. En sortant des actions, les indices qui composent les actions là vont chuter. Et le SP500 risque de baisser de 20%. Ça, ce serait suite à la peur sur les marchés et les investisseurs qui partiraient tous là. Donc il y a toujours la crainte. On a toujours cette crainte-là. Ça peut créer des turbulences, même sur les cryptos. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Au bout d'un moment, ça va imploser. On va voir, mais voilà. Nous, on espère un atterrissage en douceur, un scénario plutôt qui ne ferait pas chuter complètement les marchés. Mais bon, s'ils doivent chuter, ça sera un mal pour un bien. Ça chutera, ils renfloueront et les cryptos en profiteront parce que le système bancaire, on verra que le système bancaire n'est plus valable. Donc, on verra par rapport à ça.
En tout cas, il y a d'autres, par contre, motifs d'inflation, motifs positifs, on va dire. Et l'inflation, et on a constaté, hein, les chiffres sont sortis là, et l'inflation devrait commencer à baisser fortement. Donc déjà, l'inflation baisse fortement là. On est passé à 5%, de 6 à 5% pour l'inflation US, américaine. Mais là, maintenant, je pense qu'on est dans un engrenage où l'inflation devrait diminuer de plus en plus forte. Et c'est ce qu'a mis en avant là Lance Robert. Et donc, voilà. Car l'entrant, qui représente une très grande partie du calcul CPI, continue de baisser. L'effet de retard sur les données de logement commence maintenant à apparaître. Donc même l'inflation, même l'immobilier, tout ça, tout est en train de baisser là, de chuter. Et donc maintenant, ça devrait s'accélérer pour Lance Robert. Donc voilà des motifs d'espoir. Et c'est ce genre, en fait, de scénario que actuellement voient les investisseurs. Une inflation qui va fortement descendre et qui ne va pas laisser le choix à la Fed d'arrêter d'augmenter les taux d'intérêt. C'est pour ça que les marchés boursiers sont en train d'exploser. Et c'est pour ça que le Bitcoin aussi est fort. En fait, c'est par delà que le Bitcoin est fort. Et le Bitcoin est fort dans les deux cas. Que ce soit l'inflation qui baisse et peut-être le scénario d'un pivot de la Fed, ça va alimenter le Bitcoin. Mais aussi, si les taux continuent à augmenter et les risques de faillite bancaire ou de faillite d'immobilier commercial, comme on l'a vu pour l'Europe qui risque d'arriver, ça aussi, ça alimente le Bitcoin. Donc, dans tous les cas, le Bitcoin, on dirait que dans tous les scénarios, ça va arranger le Bitcoin. Donc, en ce moment, il faudrait vraiment en profiter. Vous voyez ? Donc, voilà, hein, dans le reste de la géopolitique, on a, et ça, c'est très important par contre, pour le coup, parce que là, c'est un scénario qui peut directement impacter le dollar américain. Et la rencontre là, cette rencontre elle est très importante. Parce que là, vous voyez Lula et le président de la Chine qui se rencontrent. Et c'était eux, surtout Lula là, que vous voyez le président brésilien là, c'était surtout lui qui était à l'initiative, lui et Xi Jinping. Mais c'était les deux premiers qui étaient à l'initiative des BRICS en fait. Et les BRICS, comme vous le savez, c'est la nouvelle alliance Russie, Chine, on va dire Brésil, Afrique du Sud, tout ça là, Inde. Et en fait, les deux premiers qui ont été à l'initiative de ça, c'était Lula et Xi Jinping. Mais sauf que Lula, lui, ensuite a été battu par Bolsonaro. Ensuite, il a fait un tour en prison, là, tout ça. Et du coup, les BRICS, surtout que la Chine commençait vraiment à prendre de l'élan, un écart financier plus conséquent face aux autres pays du BRICS. La Chine était en train de se détacher et la Chine n'avait plus vraiment besoin. Comme la Chine devient très puissant, ils ont commencé à rééteindre cette alliance-là des BRICS. Mais Lula, lui, est revenu au pouvoir. Et la Chine s'est rendu compte que malgré qu'ils deviennent très puissants, pour toujours enfoncer les Américains, ils vont devoir s'allier aux autres puissances pour que les autres puissances abandonnent le dollar. Et en même temps, dans les BRICS, la Chine va veiller à ce que les autres pays qui veulent intégrer cette alliance abandonnent le dollar. Et donc la Chine a besoin que les autres pays abandonnent le dollar pour faire chuter les États-Unis pour passer devant les Américains. Parce que même si la Chine progresse très vite en tant que puissance économique, les États-Unis progressent tout aussi vite. Mais pour freiner cette croissance-là, pour faire mal et pour faire chuter les États-Unis, il va falloir que les pays entament une dédollarisation. Vous voyez ? Et donc, c'est le plan de Xi Jinping accompagné de Lula, là, le président du Brésil. Et donc, voilà. Et Lula, là, n'est pas venu pour rien au Brésil. Hein. Donc, déjà, vous le voyez, hein, superbe image, là. Donc, voilà. Et Lula, là, est déjà... Donc, déjà, pour la Chine, là, je vais revenir sur ça. Mais pour la Chine, il y a des projets, là, comme Conflux Network, là, qui, la Chine, là, est en train de devenir un pionnier, là. Mais ça, je vais le montrer tout à l'heure. On va d'abord se concentrer sur Lula, là. Et là, sa visite en Chine. Et voilà, Lula demande du Brésil de retirer le dollar du commerce international du groupe BRICS. Donc Lula, là, veut éliminer le dollar complètement. Vous voyez ? Et voilà, lors de son premier voyage en Chine, le président brésilien Lula da Silva a demandé aux pays membres du groupe BRICS, Chine, Russie, Brésil, Inde et Afrique du Sud, de retirer le dollar
de leur commerce international pour défendre leur monnaie nationale. Donc vous voyez que Lula a bien l'intention d'éliminer le dollar américain. Ça, c'est des choses qui vont faire très mal au dollar américain. Et pourquoi je vous dis que c'est important la géopolitique, c'est que le dollar est l'actif le plus liquide au monde, le plus puissant. Et c'est ce qui a permis aux États-Unis de dominer le monde jusqu'à maintenant, des années 1940 jusqu'à aujourd'hui, et même peut-être même un peu avant. Et là, vous savez que c'est le dollar contre le reste des devises du monde. Et le dollar est en face de tous les autres devises et aussi face à l'or et face au bitcoin. C'est le dollar contre le reste du monde. Mais là, vous avez compris qu'à chaque fois que le dollar faiblit, les autres actifs prennent de la valeur. Et là, le fait que les BRICS viennent mettre un gros coup au dollar, ça va affaiblir toujours plus le dollar et faire monter la nouvelle monnaie qui va être créée par les BRICS ou le yuan chinois. Et ça va alimenter le narratif du Bitcoin. Parce qu'il se pourrait même que les Américains se tournent complètement vers le Bitcoin. Si ils voient qu'ils sont dépassés par le yuan, tout ça là. Surtout que le yuan est déjà en une CBDC et a pris beaucoup d'avance déjà sur le dollar numérique qui n'est même pas encore créé. Donc les Américains pourraient se tourner vers les cryptos et ça pourrait faire exploser le prix du Bitcoin. Mais on n'en est pas encore là. Peut-être que c'est un scénario qui n'arrivera même pas. Mais voilà, c'est pour ça que tout ça, c'est important. Et donc, Da Silva, Lula, aujourd'hui, jeudi, lors de la réunion de la Banque de développement des pays des BRICS à Shanghai, et il a posé comme question qui a décidé de nos monnaies nationales sont faibles et n'ont aucune valeur dans les autres pays. Qui a décidé que le dollar devait être la monnaie principale après la suppression de l'étalon or. Voilà, là, il met en évidence, en fait, ce que les Américains ont mis là. Et donc, lui, il veut les éliminer. Et comme vous le savez, là, il y a une nouvelle banque qui a été créée par les BRICS. Et comme c'est le Brésil qui est à la tête du sommet actuellement, pendant encore un mois ou deux, là, c'est le Brésil qui va diriger cette nouvelle banque tant que le Brésil préside. Après, ils vont changer, ça va être d'autres pays membres des BRICS qui vont prendre les rênes pour être à la présidence des BRICS. Mais pour le moment, c'est la Brésilienne Dilma Rousseff qui est la petite protégée de Lula, là, Da Silva, qui va être nommée présidente de la Banque des BRICS. Vous voyez? Et donc voilà, c'est la protégée de Lula. Et elle va être tenue de gérer cette nouvelle banque commune où va transiter tout le commerce entre les pays des BRICS. Et on va voir quelle va être la nouvelle monnaie. Voilà. Est-ce que ça va être le yuan? Est-ce que ça va être les cryptos peut-être? Qui sait, le bitcoin? Peut-être Kaspa, j'espère. Mais bon, faut pas trop rêver. Mais voilà, ou est-ce que ça va être une nouvelle monnaie commune qui va être rebaptisée avec un nom spécial? On va voir. Vous voyez? Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui va faire très mal aux Américains et au dollar. Parce que là, c'est que le début. Hein. Non seulement on a les BRICS qui vont se dédollariser complètement, mais on a beaucoup d'autres pays là qui veulent intégrer le Mexique, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, voilà, une foison d'autres pays là qui veulent entrer dans les BRICS. Et bien sûr, vous inquiétez pas, la Chine veillera à ce qu'ils rentrent dans l'alliance pour que ces pays se dédollarisent. C'est comme ça que la Chine, c'est le plan de la Chine pour tuer les Américains. Et là, attention, ça c'est très dangereux parce que les Américains, eux, sont sans scrupules. Les Américains, eux, n'hésitent pas à faire des guerres et tout ça pour protéger le dollar. Et là, il se pourrait qu'on ait dans pas longtemps peut-être une guerre entre les États-Unis et la Chine, par exemple. Ou un membre des BRICS. Mais en tout cas, les Américains ne se laisseront pas faire. Moi, en tout cas, pour que les États-Unis tiennent bon, il ferait mieux de réélire Donald Trump, qui est très bon dans dans les négociations, tout ça. Et il sait quand mettre des sanctions, des choses comme ça. Là, à la place, ils ont quelqu'un qui est un peu... Joe Biden, qui est un peu dépassé par les événements, là. Il est très sénile. On l'a vu, là. Là, encore avant-hier, il a atterri... Je ne sais plus si c'était à Londres ou pas. Il y a le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, qui est arrivé en face de lui. Il l'a même pas reconnu. Il l'a poussé un peu sur le côté. Il est allé saluer d'autres membres, sur le tarmac là, de l'aéroport. Mais il reconnaît même plus les personnes. Donc c'est pas bon en fait pour les Américains. Donc voilà, hein, par rapport à tout ça. On va passer aux cryptos. Juste avant, je voulais vous montrer. On est à combien de minutes là? Attends, on est déjà à une demi-heure. Hein, ça va très vite. Donc j'essaierai de faire pour encore un quart d'heure par là. Pour pas être trop long là. Donc voilà aussi quelque chose d'autre d'important. C'est la dernière chose que je montre à l'échelle de la géopolitique des États là. L'âge médian
par État ou par grands États. Donc, le Japon, en voilà, population très très vieillissante, mais pas que. Donc, jusqu'après le Japon, vous voyez que c'est l'Occident avec un enchaînement là de Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Canada et États-Unis justement. Donc là, c'est tout l'Occident là, quasiment. Vous voyez, c'est l'Europe quasiment. Bon, la France apparemment n'est pas trop inclus dedans, mais les principaux pays de l'Europe, plus le Canada et les États-Unis, donc l'Amérique du Nord, population vieillissante. Et vous avez aussi la Chine. Voilà. Et ce qu'on remarque dans tout ça, et c'est pour ça que je vous dis, ça, c'est des indications qui sont très importantes à surveiller. La Chine, c'est pour ça que la Chine va devenir la première puissance mondiale. Ils vont éliminer le dollar, tout ça. Mais c'est déjà indiqué que dans le futur, peut-être à horizon 20 ans, 30 ans, c'est l'Inde qui va être la première puissance mondiale. Et l'Inde talonne, est très loin encore hein, de la Chine et des États-Unis en termes de PIB, mais on dit déjà que c'est l'Inde qui va être la première puissance mondiale parce que son économie progresse aussi très vite et l'Inde a une population très jeune. Donc dans peut-être 20 ans, 30 ans, eux, ils auront une population à pleine force de l'âge, enfin voilà, toujours aussi plus jeune que la Chine et les Américains. Et c'est pour ça que voilà, l'économie sera toujours plus active, bien plus développée. Et voilà, l'Inde risque, après la Chine, d'être la prochaine puissance. Et regardez le pays dans le classement là. Et ça, c'est un gros point qu'il faut noter. Sud-Africa. Mais là, c'est non seulement... Là, vous savez que c'est un pays africain qui compte parmi les pays les plus jeunes. Mais c'est l'Afrique entière qui a une population très jeune. Et en plus, l'Afrique, voilà, la population la plus peuplée. Donc là, le bilan qu'on peut tirer de tout ça, là, c'est que c'est l'Afrique, le Moyen-Orient, avec l'Inde, là, et l'Asie, on va dire, les pays du Sud-Est aussi. Parce que regardez bien, dans les pays du Sud-Est, regardez à côté de l'Inde, juste en haut de l'Inde, on a l'Indonésie qui reste assez jeune aussi. Donc là, en fait, où l'économie va être forte, l'économie de demain va être forte, il faut faire un bilan de tout ça. En fait, ça va être dans la zone Afrique, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est. Toute cette zone avec l'Inde et Dubaï, là, et les pays du Moyen-Orient, en centre, on va dire en tant que hub, on va dire, et qui va alimenter toute l'Afrique et tous les pays d'Asie du Sud-Est. C'est là les prochaines puissances. Hormis le Japon. Hein. Le Japon, c'est très vieillissant, donc on les exclut, vous voyez. Et même, bon, la Corée du Sud, voilà. Mais hormis ça, on voit, en fait, demain, dans 20 ans, 25 ans, où tout va se passer, où l'économie où il va y avoir de la croissance, c'est en Afrique. Vous voyez, en Afrique et en Inde, aux alentours de cette zone-là, là. Les pays du Golfe, là, en Asie, Afrique, là. C'est dans cette zone-là qu'il se passera toutes les choses. Donc tant mieux, hein. En Afrique, il y a encore beaucoup de richesses à exploiter, tout ça. Et l'Inde, il y a tant à faire pour l'Inde. Donc voilà. Et ces zones-là, en plus, ils seront déjà bien développés parce que ces pays-là profitent déjà de la technologie blockchain, tout ça. Donc voilà. Il va y avoir un basculement. Et l'Occident, là, bah, l'Occident, vous voyez bien que c'est très vieillissant. La population est vieille. Et donc, voilà, l'Occident, ça se meurt. Donc, anticiper, surtout pour les plus jeunes, les moins de 40 ans, enfin moins de 50 ans, là, moins de 40 ans, préparez-vous ou prenez les dispositions. Il faut que, comme ça, vos enfants soient déjà dans ce genre de pays-là. En tout cas, moi, je vais prendre mes dispositions. Et l'Inde, non seulement c'est l'Inde, l'Occident, c'est vieillissant, mais en plus de ça, voilà, ça s'appauvrit à une vitesse avec les erreurs de politique européenne et même américaine. Ben voilà, l'Europe, l'Occident, c'était la puissance avant. Ça, c'était avant, quand il y avait des grands chefs d'État dignes de ce nom. En France, le général de Gaulle, voilà. Voilà, aux États-Unis aussi, hein, il y a eu des grands chefs d'État aussi, par le passé, hein, qui ont été très malins, tout ça. Et donc voilà, hein, même au Royaume-Uni, tout ça. Et voilà. C'est ces grands chefs d'État qui ont fait les nations occidentales. Maintenant, ils sont décédés et leurs successeurs, là, ils sont très mauvais. Donc, ils vont être en perdition maintenant. Donc voilà par rapport à tout ça. Là, on va aller sur les cryptos, mais tout ça, c'est très important, hein, même pour les cryptos. Hein. Il faut avoir l'orientation, tout ça là. Donc, passons maintenant aux cryptos. Et les cryptos, bon, le Bitcoin qui chute. Voilà, ça, c'est quoi? C'est le discours du membre de la Fed et la peur de la récession qui revient. Et voilà, ça fait corriger le Bitcoin, mais le Bitcoin qui est toujours à plus de 30 000 $. Donc, n'oubliez pas ça. Tant qu'il est à plus de 30 000, le Bitcoin est fort. Et Ethereum aussi, ça a bien chuté là, mais c'est à plus de 2000 $. Donc, on retient que les cryptos sont forts. Après, comme vous le savez, il y a de la volatilité, il y a des hausses, des baisses, des hausses, des baisses.
Mais voilà, là, on est sur une correction qui va nous permettre, là, vraiment, d'aller chercher, d'exploser les 32, 35K et d'aller chercher les 40K comme je le pense, là. Vous voyez? Donc, par rapport à ça, maintenant, si on regarde, on va s'attarder un peu sur le Bitcoin. La gouverneure de l'Arizona, Katie Hobbs, bloque le projet de loi qui supprimerait les taxes sur le minage de Bitcoin. Donc là, voilà une femme qui est anti-crypto. Et donc, Hobbs, cette dame-là, aurait qualifié la technologie de la blockchain de préoccupation à l'échelle de l'État. Donc, elle déteste cette technologie et elle est contre Bitcoin et elle a bloqué un projet de loi qui visait à supprimer les taxes du Bitcoin. Et elle veut empêcher ça. Elle veut que même les cryptos soient taxés et elle n'aime pas trop les cryptos. Donc, voilà, il y a toujours des sceptiques du crypto, hein, du Bitcoin. Mais comme Warren Buffett, tout ça, bah, les cryptos continuent à être adoptés. Et aujourd'hui, par exemple, on a Bitcoin, le mineur BitDare. Donc BitDare, c'est une entreprise qui vient d'être cotée sur le Nasdaq. Donc un des 3 gros indices américains. L'indice à haute valeur technologique, le Nasdaq. Et bah, BitDare est officiellement listé au Nasdaq. Donc vous voyez que ça a été fêté. Vous voyez ici, là. Et vous voyez que c'est des personnes asiatiques, hein, pour la plupart, là. Comme vous le voyez. Et c'est une entreprise qui mine du Bitcoin. Donc c'est un mineur. C'est un mineur. Donc vous voyez bien que les cryptos continuent leur adoption. Le minage, les choses comme ça, c'est très bon pour les cryptos. Très très bon pour les cryptos. Et de toute manière, même sur les charts, on peut voir que le bull market a officiellement commencé. Donc le bull market, il dit ça, le bull run. Je pense pas vraiment. Je pense que là, on s'est repris. On a eu un retournement haussier, mais c'est pas le vrai bull run pour moi. Donc là, pour moi, on va monter jusqu'à 40-45K aux alentours. Peut-être même jusqu'à 50K, qui sait. Mais je pense qu'après ça, on va venir recorriger fortement. Et ensuite, on va ranger jusqu'au prochain halving du Bitcoin. Donc ça, c'est mon scénario, mais on verra. Mais en tout cas, quand on voit tout ça, on voit que tout indique que les cryptos sont en train de remonter. Donc là, même ici, hein, c'est déclaré, 53% de l'offre Bitcoin n'a pas bougé depuis 2 ans. Vous imaginez? Et là, c'est qui met ça? Enfin, Blockware Solutions déclare que vous ne trouverez pas d'autres classes d'actifs, c'est-à-dire l'or, les actions en bourse et des choses comme ça, où les utilisateurs sont prêts à surfer sur la vague jusqu'à 69 000, puis jusqu'à 16 000, donc prêts à laisser chuter le Bitcoin de 69 000 jusqu'à 16 000 $ et toujours conserver ces Bitcoins. Puis en fait, remonter jusqu'à 30 000 et tout ce temps-là en ayant conservé leur Bitcoin. Donc vous voyez que y a plus de la moitié de l'offre des Bitcoins détenus n'ont pas changé de main, ont été conservés. Donc ça vous montre que les gens ont foi en Bitcoin. Et regardez bien ça, hein. La total supply du Bitcoin, toujours gardée depuis 2 ans. Et même là, ça augmente, hein. Donc les détenteurs, là, ça repart à la hausse. Et ça, bien sûr, ça va alimenter le prix du Bitcoin vers la hausse. Donc tout ça, là, excellente nouvelle. Les gens conservent le Bitcoin, les gens ont confiance. En tout cas, plus de la moitié des détenteurs du Bitcoin ont confiance. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Donc, estimation là, approximative, là, on est aux alentours des 31 200 entités possédant un BTC ou plus. Donc, 31 000 personnes possèdent Bitcoin ou plus. Donc, si ma thèse Bitcoin est correcte, donc lui, il se donne un avis là sur le Bitcoin, ces 31 200 entités auront un capital et une influence extraordinaire. Parce que sachant qu'on sait très bien que le Bitcoin va être massivement adopté, ces personnes-là qui possèdent au moins un BTC, c'est-à-dire au moins 30 000 $ actuellement là, de Bitcoin, comme le Bitcoin va un jour dépasser les 100 000, 150 000, ces personnes-là vont être très très riches. Et d'après les Bitcoiners que j'ai rencontrés, on sait que les détenteurs du Bitcoin, c'est des gens qui ont une bonne foi. C'est des gens qui s'ils possèdent du Bitcoin, c'est qu'ils veulent la décentralisation, c'est qu'ils veulent un monde meilleur. Parce que s'ils possèdent du Bitcoin, c'est qu'ils veulent la liberté. Et en fait, Mitchell, là, il dit que d'après les Bitcoiners, hein, qu'il a rencontrés, je m'attends à ce qu'ils utilisent leur richesse pour rendre le monde meilleur. On sait que les possesseurs du Bitcoin vont être fortunés et vont venir essayer toujours d'améliorer plus le monde. Donc tout ça, en fait, c'est pour vous dire en gros que c'est une bonne nouvelle. Et regardez, ceux qui possèdent plus d'un Bitcoin, ça ne cesse que de monter, hein. Donc la pente est rectiligne. C'est la courbe verte là.
Et vous voyez que ça fait que de monter. Donc très bien. Profitons-en. Espérons que un jour, hein, pourquoi pas, moi, tous les légionnaires, les Spartiates, là, tous les membres de ma communauté, tous ceux qui s'intéressent aux cryptos, se rapprochent de posséder au moins un Bitcoin. Bon, ça va être très compliqué. Hein. Le prix du Bitcoin va continuer à progresser. Il faut au moins mettre plus de 30 000 $ dessus. C'est quand même assez conséquent. Mais voilà, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et en tout cas, je ferai mon maximum pour aider, en tout cas, pour aider les gens là à avoir le maximum de capital et être aussi une baleine qui posséderait au moins un Bitcoin ou au moins un Ethereum, voilà, ou des choses comme ça. Vous voyez? Donc force à nous, hein, les amis. On continue, on s'approche de la fin du live, peut-être une 10-15 minutes. Donc en tout cas, regardez, hein, le Bitcoin, bon là ça a corrigé je pense depuis, mais le Bitcoin qui est fort, hein, le Bitcoin qui a cassé la ligne de résistance et on est clairement en train d'aller maintenant s'orienter vers les 35-40K. Donc le scénario que je voyais, donc tout ça c'est très bien. Pour Conflux, je vais mettre ça juste après là, je vais revenir sur ça. Le Bitcoin, si vous mettez ça sur le long terme, ouais, le Bitcoin a cassé tous les rainbows là. Vous voyez, tous les rainbows ont été perforés. Et donc voilà, on est très très haussier là. Et pour moi, on va aller chercher encore un peu plus haut là, avant de venir corriger pour quelques temps. Donc c'est mon scénario. Après, on peut aller peut-être même direct au 69, hein, 70K. Moi, j'y crois pas trop. Parce qu'on est déjà on est en surchauffe là. On commence à être en surchauffe. On le voit dans des charts RSI. Mais bon, on verra. Donc vous voyez, hein, là, on est pile sur une ligne qui est très importante là. La ligne rouge là. Donc on va voir. Si on risque de casser cette ligne rouge. Et quand on va la casser, vraiment passer au-dessus, on risque vraiment d'aller vraiment plus haut là. Vers justement, pour moi, l'objectif cible, c'est 42 500. Donc quand j'atteindrai cet objectif cible là, ou si le Bitcoin atteint cette cible, ou se rapproche ou est aux alentours, moi je pense que d'ici là, je vais vendre une bonne partie. Hein, au moins 80% de ma crypto. Donc ça, c'est mon idée. Hein. Après, chacun se fera son avis. Et d'ici là, j'observerai, hein, j'analyserai le marché. Et je ferai, voilà, j'essaierai de voir ce qui est le meilleur pour moi. Et je vous donnerai, en tout cas, mes idées, tout ça. Donc voilà, hein, on est en train de casser une ligne rouge. Là, on verra ce qu'il en sera. Donc... Pour le Bitcoin, regardez bien, sur le chart RSI en bas, là, on est en train de monter en haut, ce qui va provoquer, là, vous voyez les zones jaunes, là, sur le RSI, là. Mais quand on approche de ces zones-là, vous savez, regardez, on risque de monter, là, on est à 70 dans le RSI, on risque de monter, bah, au plus haut, c'est 90 à peu près. Je crois pas que j'ai eu un RSI aussi haut. Voilà, le plus haut aux alentours, c'est aux alentours des 90. Et je pense que quand on va monter aux alentours des 90 de RSI en bas là, bah nous ici là justement, on va monter bah, aux alentours des 50 000, hein, 45 moi je dis, mais peut-être 50 voire 60 000. Donc on verra, on verra. Le Bitcoin peut aller plus loin que 45 000. Hein. Moi c'est mon scénario, mais après on verra, on verra. Espérons que ça aille plus haut. Mais attention, plus ça va aller haut, imaginons que ça dépasse même les 50 000 là prochainement là. Et plus on va à 50 ou 60 000, plus la correction va être violente. Donc, si ça corrige dès 45 000, ce sera mieux et ça va corriger moins fortement. Mais plus ça va monter, bon, bah, profitons-en, mais plus ça va corriger fortement. Donc, faites très, très attention. On peut, si ça dépasse les 50 000, restez très, très prudent. Parce que, après, ça peut aller plus haut, mais il va falloir vraiment faire attention. Parce on va être en surchauffe. On ne peut pas aller de 15 000 au plus bas là, jusqu'à direct 50 000 sans qu'il se passe rien. Vous voyez? Donc faites très attention quand ça atteindra ça là. Donc on en arrive, maintenant on a passé le Bitcoin. On va parler rapidement d'Ethereum. Donc Ethereum, on a un chercheur de la fondation Ethereum, Justin Drake, qui a déclaré avoir découvert en interne que le stacking d'Ethereum révèle les informations d'adresse IP d'un utilisateur ainsi que d'autres métadonnées. Donc c'est ça le problème du stacking. Voilà le gros problème des stacking, c'est que c'est pas très décentralisé. C'est ça, et niveau sécurité, à peine aussi. Voilà pourquoi les nouveaux narratifs, là, les projets que je vais vous en parler comme Kaspa, qui est ma crypto préférée actuellement, ou Nexa ou Radiant, sont préférés actuellement, ou sont en train de prendre de l'ampleur. C'est le problème, c'est que c'est ça. Le proof of stake, là, c'est pas très très bon. Hein, vous voyez?
Et on va voir. Déjà, on peut dire, bon, par rapport à la mise à jour Ethereum, donc maintenant on peut retirer ces stacking ou les remettre et tout ça. Ça s'est très bien passé pour la mise à jour Ethereum. Et même Ethereum a explosé de plus de 10%. Donc finalement, tout s'est bien passé hein, pour Ethereum. Et c'est même Ethereum qui donne de la puissance là au marché actuellement. Et donc, bon, on verra si ça va continuer. Donc, qui l'emporte, tout ça, on verra. À l'heure de écrire ces lignes, seuls les 15% de l'Ether en circulation sont utilisés pour le stacking, ce qui est beaucoup moins que les principales blockchains de type Proof of Stake. Néanmoins, la mise à jour Chapella devrait motiver les utilisateurs à contribuer à la sécurisation du réseau et à verrouiller leur ETH. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, je pense que maintenant, il y a des acteurs, des institutions qui vont venir stacker de plus en plus de l'Ethereum, tout ça. Et ça va profiter, hein, les projets comme Coinbase déjà à l'extérieur, mais les projets comme Lido ou Rocket Pool vont connaître, je pense, un engouement là. Puisque les gens vont venir stacker. Et il faut passer par ces choses décentralisées pour stacker de l'Ethereum. Donc on verra en tout cas par rapport à ça. En tout cas, ça s'est bien passé hein, pour Ethereum. Donc très bien. Uniswap, je voulais en parler d'Uniswap. Bah, leur portefeuille mobile, là, leur application mobile est prête. Ils sont sortis, comme ils le disent, de la prison d'Apple là. Apple avec leur taxe voilà, incroyable là. Et donc là, on peut directement télécharger l'application Uniswap sans passer par Apple. Je pense peut-être depuis que... Ah, mais c'est disponible sur iOS. Mais je ne sais pas comment ils ont fait. Puisqu'ils sont sortis de la prison. Bon, c'est avec MoonPay peut-être. Ah non, ils sont en partenariat avec MoonPay hein, pour l'achat de crypto. Donc voilà, je ne sais pas comment ils s'y prennent. Mais en tout cas, Uniswap, en ce moment, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Et là, vous avez même Uniswap déjà qui va se proposer sur le réseau de Polygon. Donc le ZK-EVM. Donc là, c'est énorme. Hein. C'est la plus grosse technologie à l'heure actuelle. Donc le ZK Snarks, les Zero Knowledge, les connaissances nulles, ce qu'on appelle comme ça. Et Uniswap va peut-être profiter de la technologie de Polygon et peut-être va connaître un gros engouement. Parce qu'il vaudrait mieux utiliser Uniswap sur Polygon ZK-EVM que sur Ethereum. Il y aurait des frais moindres, beaucoup plus rapide, la sécurité bien mieux faite. Donc le ZK-EVM est beaucoup mieux que pour l'instant Ethereum en Proof of Stake normal. Donc voilà pour Uniswap. Hein. En ce moment, ils ont le vent en poupe. Et justement, tout à l'heure, le narratif, là, je vous parlais de la blockchain chinoise ou le seul projet qui a obtenu l'autorisation en Chine. Et la Chine qui devient très puissant, hein, mais la Chine commence vraiment à prendre les devants là à Hong Kong. Hong Kong là était vraiment en train de devenir un hub crypto. Et là, il y a des projets là qui vont se lancer à foison à Hong Kong. Et Conflux est le leader là-bas. C'est le projet chinois phare, on va dire, de la blockchain. Devant Neo, voilà, devant VeChain et tout ça. Et bah, Conflux qui a ses propres DEX, hein, comme Swoopy, tout ça. Mais Conflux qui va intégrer Uniswap et Curve. Donc là, c'est deux gros géants. C'est des protocoles qui n'ont plus... Voilà, Uniswap, je viens d'en parler. Mais c'est des protocoles qui n'ont plus besoin de reconnaissance, qui sont déjà très réputés. Voilà, et Conflux va intégrer ça. Vous savez que Conflux a deux couches. Une couche eSpace et la première couche principale là. Mais la couche eSpace est EVM compatible. Et cette couche EVM compatible va intégrer Uniswap et Curve. Et tout ça, ça va être tradé avec la paire CNH. Donc le stablecoin chinois. Vous voyez ? Et donc là, ce qui est intéressant pour Conflux, c'est que les projets opérant dans les devises autres que l'USD devraient largement bénéficier de ce déploiement. Cela est particulièrement vrai pour les projets asiatiques qui peuvent désormais utiliser le CNH. Et donc voilà, des projets comme Conflux vont largement profiter parce qu'il y a un gros marché à conquérir avec le yuan, enfin le CNH là, le stablecoin chinois là. En fait, ça va ouvrir de nouvelles possibilités, un nouveau marché de la DeFi en Chine. Ouais, et Uniswap va être le pionnier et va utiliser le réseau Conflux. Et Conflux va largement exploser de tout ça. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Hein. Conflux, c'est ma crypto préférée à côté de Kaspa. Vous voyez ? Et Conflux, voilà, c'est entre elle et Kaspa que ça joue pour mon all-in. Actuellement, je suis sur Kaspa. J'y vois un plus gros potentiel de croissance. Mais Conflux, c'est une crypto que j'adore et que je place en numéro 2 dans mes investissements.
Et je peux rebasculer hein, à terme sur Conflux. Hein. Tout dépend de l'actualité, de ce qui s'en vient sur Conflux ou Kaspa. Mais en tout cas, c'est un projet que je valide à 100% là. Et qui est en Proof of Work, mixé, on va dire, avec du DAG. Donc c'est aussi un autre concurrent de Kaspa en même temps, parce que c'est le mix Proof of Work DAG. Et pour moi, c'est le combo parfait des blockchains, on va dire, modernes, sécurisés, décentralisés et rapides. Donc on va voir ça, on surveillera ça en tout cas. On a Ripple qui, vous savez, hier ou avant-hier, la SEC a envoyé un document là pour essayer de casser la défense de Ripple. Mais ce document a été invalidé. Hein. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour Ripple et ça fait mal à la SEC. Donc voilà, hein. Ripple qui est de plus en plus pressenti hein, pour la victoire. Donc on verra. On verra, on va pas s'attarder sur ça. Mais on espère vraiment que Ripple gagne ce combat-là. Donc, mon projet, où je suis all-in dessus. Actuellement, j'ai à peu près pour 4 000 $ sur Kaspa. Aux alentours, à 4 300 par là. Et Kaspa, c'est mon projet phare. Et donc, on est à un jour de leur langage qui vont sortir, un Rust réécrit. Et le Rust, c'est un langage qui fait l'unanimité. Hein. Même les développeurs d'Ethereum, qui sont concurrents, parce que Rust est utilisé par Solana, aussi par Move qui a lancé le langage, par Aptos qui a lancé son langage Move qui a aussi un Rust réécrit. Mais même hier, là, je regardais un live où il y avait Abdel qui travaille chez Starknet, un des gars là, du journal du coin. Là. Même Abdel a validé le langage Rust, qui est dit comme très rapide, très évolutif et très adapté à l'ère moderne. Et Kaspa, pour moi, a choisi le meilleur langage, qui est le plus rapide, que mieux adapté à la parallélisation, tout ça. Et là, ça va être mis, c'est un langage qui est réécrit à la sauce de Kaspa, qui va être bien mieux fait. Un langage qui va, pour moi, qui va même être certainement mieux que le langage Move d'Aptos. Après, ça reste à voir. Mais là, déjà que Kaspa, c'est pour moi le Bitcoin moderne. En plus, avec le meilleur langage, pour moi, le plus rapide, tout ça. Là, on a vraiment un combo parfait. Et ça sort dans un jour. Qu'est-ce que ça va permettre? Des 30 transactions. Ici, là, le réseau va être amélioré. Hein. Les performances du réseau avec des améliorations de vitesse allant jusqu'à x30. Hein, un 30 fois ou x30. Ce bond augmentera les transactions par seconde et les blocs par seconde à des niveaux inimaginables auparavant. Donc voilà, hein. Déjà que Kaspa est aussi sécurisé et décentralisé que Bitcoin avec son consensus Nakamoto, mais en plus avec une vitesse largement accrue. Et Kaspa pourrait même être plus rapide que tous les réseaux blockchain existants. C'est incroyable. Et donc, ça je l'avais déjà mis, excusez-moi. Donc voilà, hein. Regardez ça. 491 blocs par seconde. Donc ça serait la version ultime de Kaspa. Imaginez-vous 491 blocs par seconde. Sur une simulation de Rusty. Hein. Donc ça, ils ont fait des tests et ils ont montré qu'ils peuvent aller jusqu'à 491 blocs par seconde. Vous voyez? Actuellement, là, Kaspa, avec sa technologie, son protocole Dark Knight, donc c'est la dernière version de son protocole DAG, là. Voilà. Le Dark Knight propose une mise à niveau, là, et va proposer 32 blocs par seconde. Donc c'est marqué. Et ça, 32 blocs, c'est 19 200 fois plus rapide que Bitcoin, 384 fois plus rapide qu'Ethereum, 67 fois plus rapide que Matic. Donc voilà, vous savez que Matic, à partir de Matic et Solana, c'est des réseaux qui sont assez rapides. Vous voyez? Et là, rien qu'avec 32 blocs par seconde, c'est déjà 67 fois plus rapide que Matic et 12 fois plus rapide que Solana. Donc, si on fait le bilan de tout ça, et en plus que Kaspa est extrêmement décentralisé, parce que Kaspa, c'est comme le Bitcoin. Hein. C'est la vision de Satoshi Nakamoto. Hein. C'est les mêmes choses, c'est le consensus Nakamoto. Donc là, voilà. Donc ça vous laisse, attendez, mais un réseau qui est bien plus décentralisé qu'Ethereum, et donc que Solana, que Aptos, que Elrond, que tout ça, bien plus décentralisé, autant décentralisé que Bitcoin, mais en plus bien plus rapide que tout ce qui, même que Solana et Aptos. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est un truc, c'est incroyable. Je suis obligé de vous parler de ce projet. Je vais vous en reparler pendant longtemps, hein, je pense. Hein. Avec ce qui se passe là.
Et en plus, il y a d'autres narratifs hein, qui vont mettre Kaspa, qui vont vraiment mettre en PLS même Ethereum, hein, je pense. Hein. Déjà, parce que, voilà, bon, déjà, vous avez des images caricaturales. Avant, vous aviez l'or. Après, vous avez eu les old blockchains, donc les blockchains comme le Bitcoin, Ethereum, qui fonctionnent en blockchain. Et maintenant, on a le bloc DAG. Donc, vous connaissez le DAG, le Direct Acyclic Graph. C'était le DAG. Mais le bloc DAG, c'est une sorte de DAG évoluée, bien plus rapide, bien mieux faite. Donc là, voilà, quand on compare, on peut dire que limite, le bloc DAG, c'est une supercar par rapport à la blockchain. Qui sont les anciens carrosses là, à l'époque de la monarchie, là, que même le roi Charles ou la reine d'Angleterre utilisent là. Donc là, vous voyez le bond en avant, la caricature à l'image là. Donc voilà par rapport à ça. Je vais la partager, tiens. Mais là, il y a d'autres nouvelles. Hein. Bon, déjà, regardez, hein, quand je vous mets Kaspa en comparaison. Désolé, hein, la vidéo est très très longue. Je voulais pas ça, on est déjà à 55 minutes, donc on va passer à 1 heure de vidéo. C'était vraiment très long. Mais bon, ça vous fera le week-end. Hein. Donc Kaspa est construit avec une structure à 2 couches qui intègre le consensus de preuve de travail Bitcoin et les solutions de mise à l'échelle de la couche 2 d'Ethereum. Donc en fait, ça fonctionne limite avec 2 couches. Donc une première couche qui est comme le Bitcoin et une deuxième couche qui est comme les Layer 2 d'Ethereum. Cette concession innovante rend Kaspa est parti pour les paiements rapides. En fait, il sépare. La première couche, elle va concerner les paiements. Donc, Kaspa va être comme le Bitcoin, va servir de paiement, de transaction. Et Kaspa, comme Kaspa est déjà beaucoup plus rapide et tout aussi décentralisé que le Bitcoin, comme je sais que le Kaspa est une monnaie de paiement bien plus moderne que Bitcoin. Donc déjà, Kaspa peut prendre le marché là, de Bitcoin et de Litecoin, Dogecoin là, en tant que coin de paiement, de transaction pour faire les paiements, là, les transactions peer-to-peer. Donc déjà, il y a ça. Mais en plus, Kaspa a une deuxième couche pour les smart contracts. Et à ce niveau-là, voilà, hein, Kaspa, ça remplit toutes les cases. Là, ils disent 1 seconde par bloc. Vous savez que bientôt, on aura 32 blocs par seconde. Et dans les tests du Rust, on est à 491 blocs par seconde. Donc, ça va très, très loin. Et vous voyez que les autres cochent à chaque fois une seule case, mais ne remplissent aucune quasiment des autres. Vous voyez, par exemple, Kadena, ce n'est pas un moyen de paiement. On ne peut pas utiliser la crypto Kadena comme moyen de paiement comme le Bitcoin. Par contre, Kadena est en proof of work, mais Kadena voilà, n'est pas une monnaie, ne résout pas la blockchain, le trilemme. Voilà. Pareil pour Ethereum, pareil pour Solana. Ils ont tous un défaut là. Vous voyez? Ça, je vais l'enregistrer comme image. Je crois que je l'avais déjà enregistré, mais bon, je vais la garder. Donc voilà, hein, c'est très puissant. Et il y a d'autres narratifs là qui sont très puissants pour Kaspa. Peut-être que même vous n'étiez pas au courant là. C'est que la deuxième touche de Kaspa, optimisé pour la capacité conviviale, prend en charge les machines virtuelles Ethereum. Donc EVM compatibles et d'autres machines virtuelles. Donc Kaspa qui va être écrit en Rust, un Rust réécrit. Donc Kaspa déjà pourra récupérer tous les projets, et, par exemple de Solana, les projets phares, hein, Helium, je sais pas, le jeu Star Atlas. Voilà, tout ce qui concerne l'écosystème Solana pourrait migrer sur Kaspa. Tout ce qui est sur l'écosystème d'Aptos pourrait migrer, donc les protocoles, même les DEX là, comme PancakeSwap, qui sont écrits en Rust et tout ça, tous les projets aussi de la Binance Smart Chain ou de l'écosystème Cosmos sont aussi écrits en Rust. Donc tous les projets de l'écosystème Cosmos pourraient migrer sur Kaspa, parce que Kaspa est écrit en Rust. Mais Kaspa a aussi un pont EVM compatible. Il y a une proposition d'un bridge, et vous allez comprendre. Et là, le fait que Kaspa puisse être EVM compatible, et comme le réseau est bien meilleur que celui d'Ethereum, Kaspa pourrait même s'approprier, récupérer tous les gigantesques protocoles d'Ethereum, comme justement ce qu'a fait Conflux Network avec Uniswap et Curve. Et donc Kaspa pourrait tout s'approprier. Vous voyez, Kaspa pourrait mettre en PLS le Bitcoin, Litecoin, parce que c'est un moyen de paiement, et parce qu'il est bien plus moderne et bien plus rapide qu'eux. Et en plus, Kaspa pourrait mettre en PLS Ethereum, parce que son langage réécrit, et le fait qu'il soit plus rapide et bien plus décentralisé, tout ça, pourrait mettre en PLS toutes les blockchains de Layer 1, Ethereum y compris. En plus d'être EVM compatible et aussi avec d'autres machines virtuelles. Donc c'est incroyable. Hein. Et c'est, voilà, hein, là c'est le Twitter de Kaspa officiel, hein, vous voyez, qui avait déjà parlé de cette compatibilité EVM. Donc si je vous le traduis en français, l'un des objectifs de Kaspa est de créer un pont EVM. Et de remplacer en fait une partie de la fonction Ethereum en tant que couche de base DeFi.
pensez-y, un Kaspa a le potentiel d'être moins rapide, moins cher et de gérer plus de transactions par seconde. Alors pourquoi pas? Vous voyez, ça c'est le Twitter officiel hein, de Kaspa qui parle de ce pont Ethereum. En plus de ça, on a retrouvé hein, les choses, ceux qui ont lancé cette initiative, eh bien ceux-là changent la donne pour Kaspa. Regardez bien dans le document là. En fait, il y a eu KFinPX qui a lancé l'initiative de créer un protocole. Vous voyez, voilà, EVM blockchain par rapport à Ethereum. Et en fait, un bridge qui va permettre voilà, de ramener les DEX vers Kaspa comme Uniswap par exemple. Vous voyez, c'est marqué en gros ici. Hein. Les DEX like Uniswap, All People, All Kaspa, voilà, on EVM Wallet. Donc en fait là, il y a une proposition. Et là, ils sont en train de montrer comment ils vont mettre en place ce bridge EVM compatible. Donc Kaspa va être EVM compatible à travers un bridge. Et là, ils montrent les étapes. Voilà. Et ensuite, ils disent que Kaspa ensuite va être aussi compatible avec la BNB Chain et l'Ethereum Bridge, tout ça. Donc voilà. Kaspa EVM compatible, c'est la nouvelle que je voulais vous partager. Et ça, c'est très, très puissant. Après, si on revient sur le court terme, là, bah, Kaspa a repris feu là, cette nuit-là. Et Kaspa qui progresse et qui est revenu aux 35 000. Je vois Kaspa bien plus haut. Demain, n'oubliez pas, hein, le langage Rust va sortir demain. Vous voyez? Et là, ça peut lancer un coup de boost sur Kaspa. Parce que là, ce qui dit le langage Rust en test, dit des smart contracts qui vont être créés, des DApps. Et ça, en fait, le réseau, la blockchain Kaspa va se lancer réellement et va proposer des smart contracts, tout ça. Donc ça va alimenter au vu de la hype qu'il y a sur Kaspa. Et en plus de ça, Kaspa n'est même pas encore vraiment listé. Donc tout ça, là, va lancer une sorte de potentiel de croissance sur Kaspa. Et regardez bien, la preuve, ça, c'était même pas ça, c'était hier. Regardez, toutes ces baleines-là, c'est juste peu d'entre eux aujourd'hui. Les baleines achètent en silence. Donc là, vous avez la preuve que toutes les baleines, il y a un Twitter qui s'appelle Whale Alert Kaspa. Et vous voyez que les baleines là, toutes les preuves, les baleines sont en train d'accumuler du Kaspa là. Donc là, vous avez des exemples à foison hein, de transactions. Vous en avez deux là qui montrent que les baleines accumulent. Donc ça va pas tarder à péter à mon avis là. Donc voilà par rapport à Kaspa. Sur le long terme, vous pouvez voir qu'on a une configuration idéale. On a chuté, on est remonté, on fait une sorte de W. Et là, on risque de peut-être casser ça et d'aller vraiment... Kaspa peut aller chercher les... Vu comment c'est hypé, ça peut aller chercher les 0... On va dire les 0,50. Hein. Là, on est à 0,35. On peut aller chercher les 0,50. Donc, on verra. Voilà par rapport à tout ça. J'en finis avec le live. Hein. Donc, encore un exchange qui a été hacké. Donc, voilà. Hein. Tous les exchanges centralisés sont assujettis à ça. Et donc là, Bitrue a été piraté. Et environ 24 millions hein, ont été dérobés par un hacker. Donc, voilà. Bitrue suspendra temporairement tous les retraits hein, jusqu'au 18 avril pour essayer de régler ça là. Donc ça a été annoncé par le Twitter hein, de Bitrue. Voilà, ils ont eu un problème, ils ont été hackés. Et bah je vais finir par ça. Hein. Et bah il y a justement une promotion hein, pour si vous voulez vous protéger de tout ça là, des hacks sur les exchanges. Vous avez jusqu'au 18 avril hein, pour profiter de l'offre Ledger. Un coupon de 20 à 30 $ en Bitcoin pour l'achat d'un Ledger Nano. Donc ils vous offrent même 20 à 30 $ en coupon pour vous initier ou vous inciter à acheter ça. C'est l'occasion de sécuriser vos BTC ETH. Donc ça, moi, personnellement, j'en ai pas. J'estime que pour le moment, voilà. Mon capital n'est pas encore assez élevé. Même si c'est du capital, hein, 4 000 $. C'est retombé. Hein, j'avais plus de... À un moment, j'étais à 70 000 $. Le bear market a détruit mon capital. J'ai investi personnellement 30 000 $. Hein. Sur les marchés, 35 000 $. En euros, ça fait 32 000, 31 000 euros. Je suis en perte latente forte, mais je sais, je dors bien la nuit. Hein, j'ai pas de... Voilà. C'est le jeu des marchés. Le plus important pour moi, c'est d'avoir les connaissances pour ne pas me refaire avoir. Et je pense aujourd'hui avoir mûri de tout ça. On verra. Seul l'avenir me dira. Mais après, moi, j'estime, j'ai pas cette peur de perdre les... Voilà, même si je peux tout perdre. Voilà, ce truc-là, ça m'embarrasse plus que... Voilà. Ça, c'est mon avis. Mais par contre, je recommande à tout le monde de s'offrir une Ledger. C'est vraiment très important. Et c'est très facile. Vous avez plein de tutos sur YouTube pour... qui vous montrent en fait comment utiliser ça, tout ça.
Et là, si vous maîtrisez ça et si vous avez une ledger, en fait, il faudra votre permission pour tout, en fait. Et les cryptos ne pourront pas sortir tant que vous n'aurez pas mis un mot de passe. Donc, vous serez averti s'il y a des mouvements de vos cryptos, tout ça. Donc, voilà, en tout cas, il y a le Nano X, le Nano S. Voilà, faites vos recherches et choisissez ce qui vous convient. Donc, voilà, les amis, c'est tout pour ce direct, enfin, cette vidéo, pardon. Très, très long, 1 heure, hein. 1 heure. Bon, je pense pas que ça va être regardé par tout le monde. Ouais, on est à 1 heure et 5 minutes. Bon, je fais pas plus long. Les amis, bon week-end à tous. On se retrouve s'il y a d'autres actualités. Force à nous, hein. Force à vous. Reposez-vous bien. Ou pour ceux qui travaillent, bon courage. Voilà. On est ensemble, hein. On est ensemble. Même pendant le boulot ou pas. Je suis sur tous les réseaux. Vous avez tous les liens en description. Et voilà. Si vous avez besoin, vous savez où me trouver, hein. Force à nous les Spartiates, hein. On se retrouve bientôt. Allez, à plus.